Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Je me présente, je suis Dr Bahar Isma, je suis maître assistante en pédiatrie, enseignante à la faculté de médecine d'Oran et nous allons voir aujourd'hui ensemble donc le cours de risque thérapeutique en pédiatrie. Bien sûr, si on essaye de donner un petit résumé, c'est quoi un risque thérapeutique en pédiatrie? C'est en général les différents dangers rencontrés lors de la prescription médicamenteuse chez l'enfant. Commençons par le chapitre généralité. On va essayer de faire une petite introduction. Donc, le risque thérapeutique, en grande partie, il est prévisible et souvent évitable. C'est quoi? Donc, si le médecin va suivre de bonnes méthodes de prescription, donc les effets néfastes du médicament peuvent être évitables. L'art du prescripteur doit consister à favoriser l'effet bénéfique du médicament en prenant toutes les précautions utiles à minimiser ses effets indésirables. C'est-à-dire, donc le prescripteur, bien sûr, c'est le médecin. Donc, ce médecin doit être vigilant lors de la prescription médicamenteuse, surtout chez l'enfant, bien sûr, et doit viser juste à avoir les effets thérapeutiques, tout en évitant, bien sûr, les effets néfastes de cette substance médicamenteuse. Pour la définition, si on définit le risque médicamenteux, donc le risque médicamenteux appelé aussi événement indésirable d'un médicament ou bien iatrogénèse médicamenteuse. C'est quoi? Donc peut être défini comme le danger que peut représenter la prise d'un médicament, qui est une substance normalement administrée à l'homme pour un effet souhaité de guérison, de prévention ou de diagnostic d'une maladie. Bien sûr, un effet de guérison, si on donne l'exemple lors d'une infection, c'est l'antibiothérapie. Un effet de prévention, par exemple, si un enfant présente des infections urinaires à répétition, on peut donner une antibioprophylaxie. Ou un effet donc de diagnostic d'une maladie, on donne l'exemple, par exemple, les substances radioactives administrées pour effectuer des éventuels, bien sûr, radios, afin de diagnostiquer des maladies données. Donc, ce risque survient généralement dans 3 circonstances. La première, une erreur médicamenteuse, soit une erreur de la dose ou une erreur lors du calcul des doses, par exemple. Une circonstance, c'est les interactions médicamenteuses, c'est quoi? Donc, si on utilise plusieurs substances à la fois. Et la troisième circonstance, c'est l'effet indésirable lié au médicament lui-même. Par exemple, si on dépasse la dose seuil du médicament. Quels sont les objectifs du cours? Le premier objectif, c'est développer le bon usage des médicaments par la formation à la prescription et aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments. Donc, le prescripteur ici, c'est le médecin. Donc, le médecin, sachant que le médecin est le premier responsable de la prescription médicamenteuse. Donc, c'est sa responsabilité qui est engagée en premier. Le deuxième objectif, c'est la sécurité d'emploi des médicaments lors de l'administration et usage divers pour accomplir des actes prophylactiques, diagnostiques ou thérapeutiques. Donc, pour le deuxième objectif, également, ce n'est pas seulement le médecin qui est incriminé, mais par exemple l'infirmier lors de l'administration des médicaments, les techniciens par exemple, lorsque l'administration de certaines substances radioactives afin de pratiquer une radio, etc. Le troisième objectif, c'est surveiller les effets indésirables des médicaments, les incidents ou risques d'incidents des dispositifs médicaux. Ici, on incrimine bien sûr la mère, qui est la première personne qui va surveiller l'enfant, surtout en pédiatrie. Il faut savoir que certains médicaments donnent des effets secondaires tout en étant dans la marche thérapeutique. Et on va voir après, c'est ça la définition d'un effet secondaire de médicament. Quatrième objectif, bien sûr, c'est de promouvoir l'usage rationnel des médicaments et prévenir les erreurs médicamenteuses. Ici, surtout qu'actuellement, on a recours à l'automédication qu'il faut bien sûr insister à éviter pour les parents, même pour les adultes. Quelques définitions. Un médicament, c'est quoi? Donc, un médicament, c'est toute substance présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard de maladies humaines. Un effet secondaire d'un médicament, qui est un effet létal, il peut être désirable ou indésirable.
On donne exemple ici, par exemple lors de l'administration d'une corticothérapie. Donc les corticoïdes peuvent donner comme effet secondaire une élévation de tension artérielle. L'HTA ici, c'est un effet secondaire indésirable. Par contre, ils peuvent donner également comme effet secondaire l'obésité. Pour certains patients, donc l'obésité peut être un effet indésirable, un effet secondaire qui est désirable, surtout si le malade il est cachectique ou bien il est maigre. Deuxièmement, la posologie, c'est quoi? C'est la dose usuelle du médicament utilisé, bien sûr. En pédiatrie, en général, c'est calculé par kilo par jour. C'est en fonction du poids de l'enfant. Troisièmement, l'indication, c'est quoi? Donc, c'est la maladie ou la situation pour laquelle un médicament est utilisé. Bien sûr, si on parle de maladie, comme on a déjà vu l'exemple, c'est une infection avec l'antibiotique. Et pour la situation pour laquelle le médicament est utilisé, par exemple, si on donne l'iode radioactif pour pratiquer certains radios. C'est quoi une contre-indication de médicament? Donc, c'est la situation où la prise d'un médicament peut se révéler dangereuse. Ce dernier, par conséquent, ne doit pas être utilisé. Si on donne un exemple, par exemple, la digoxine qui ne doit pas être administrée chez un enfant cardiopathe, par exemple, anémique et tout. La pharmacocinétique, c'est quoi? Donc, pharmacocinétique, ce qui est médicament, cinétique, donc c'est le passage dans l'organisme, bien sûr, de la substance médicamenteuse. Et bien sûr, qui définit le nombre de prises. Donc, c'est quoi une pharmacocinétique? C'est la vitesse à laquelle la substance active du médicament va être absorbée et distribuée. Donc, cette vitesse va bien sûr définir le nombre de prises. Par exemple, si la pharmacocinétique des médicaments dure toute la journée, donc on donne le médicament à une prise par jour. Bien sûr, si elle dure par exemple 12 heures, on va donner le médicament en 2 prises par jour et ainsi de suite. Donc, la pharmacodynamique, c'est quoi? C'est le mode d'action de la substance active qui va entraîner les effets thérapeutiques. La pharmacovigilance, c'est l'ensemble des actions destinées à la détection, l'évaluation et la prévention des effets indésirables du médicament. C'est quoi, par exemple? Donc, on donne un exemple toujours pour la corticothérapie. C'est quoi la pharmacovigilance? Donc, les corticoïdes donnent une hypertension artérielle. Donc, la pharmacovigilance, c'est la détection de cet effet secondaire qui est l'hypertension artérielle et on doit surveiller le malade, surveiller bien sûr sa tension artérielle, surtout lors des bolus qui sont c'est-à-dire de grandes doses de médicaments. L'autorisation de mise sur le marché, qui est l'AMM. Donc, c'est quoi? C'est l'accord donné par les autorités concernées à un médicament fabriqué industriellement pour être commercialisé en sécurité. Le médicament est commercialisé et maintenu sur le marché au nom du rapport bénéfice-risque. Donc, il faut savoir que avant l'autorisation de mise sur le marché, donc les traitements, c'est des substances qui sont produites donc après passage sur plusieurs étapes bien sûr, ainsi que les essais cliniques sur les animaux, puis l'homme, avant d'être mis sur le marché. Il faut savoir que c'est une substance qui est passée par plusieurs étapes, donc elle ne peut jamais être sans effet bien sûr, et on doit être vigilant lors de l'utilisation de ces substances. Les facteurs de risque médicamenteux. Ce sont tous les facteurs susceptibles de modifier la pharmacocinétique ou la pharmacodynamique du médicament, entraînant l'apparition de la toxicité médicamenteuse. Donc, ces facteurs de risque vont donner soit une prolongation de l'existence de la substance médicamenteuse dans le corps, c'est par exemple lors de modifier la pharmacocinétique, donc au lieu que cette substance doit être éliminée en 12 heures, donc ces facteurs vont intervenir pour que la substance doit séjourner plus longtemps dans l'organisme, donc il va modifier sa pharmacocinétique. Pour la pharmacodynamique également, donc il va accentuer par exemple l'effet, au lieu que cette substance va donner un effet par exemple thérapeutique, par exemple un diurétique,
Donc, il va accentuer l'effet du diurétique et bien sûr, il va causer des déshydratations et tout. Donc, les facteurs liés au médicament lui-même. Donc, au stade de fabrication. Exemple, les excipients peuvent être allergisants ou peuvent modifier la biodisponibilité de la substance active. Donc, ces facteurs de risque peuvent être liés aux médicaments lors de la fabrication de médicaments. Donc, il existe des exceptions qui sont allergisants, c'est-à-dire ils donnent des allergies, ils donnent des intolérances, ou peuvent modifier la biodisponibilité de la substance active, c'est-à-dire potentialisent son effet, par exemple. Donc, deuxièmement, au stade de conservation. Une mauvaise conservation du médicament peut le rendre toxique. On donne exemple ici, le non-respect de la chaîne du froid, par exemple pour les vaccins. Normalement, un vaccin doit être conservé, par exemple, à plus de 2 degrés, ou bien à 2 degrés. Donc, si la chaîne du froid elle est rompue, donc, c'est-à-dire le vaccin est conservé donc à plus de 8 ou 10 degrés, donc il va être bien sûr toxique ou néfaste pour l'organisme. La conservation trop prolongée aboutit à l'inactivation du principe actif. D'où l'intérêt de mentionner et de respecter la date de péremption. Donc, il faut bien insister, par exemple, sur les parents de malades, avant l'utilisation de chaque médicament, vérifier et revérifier toujours la date de péremption sur le flacon, sur la vignette et sur la boîte du médicament. Troisièmement, donc, au stade d'administration, une extravasation de perfusion de calcium entraîne une nécrose cutanée et peut conduire à l'amputation du membre. Donc, les facteurs liés aux médicaments peuvent être néfastes soit au stade de fabrication, donc par exemple une allergie, au stade de conservation, il est non conservé, donc il dépasse sa date de péremption, ou bien au stade d'administration, si par exemple on administre, au lieu d'être administré par voie intraveineuse, donc il y a le passage en sous-cutané, il va donc favoriser des dégâts. Deuxièmement, donc les facteurs liés à l'enfant. La prématurité, bien sûr, on sait tous que le prémat est un être fragile, donc il faut, c'est-à-dire l'utilisation des médicaments en pédiatrie, doit être très vigilante, mais surtout pour le nouveau-né et bien sûr pour le prémat. Donc l'astéatorée, il faut savoir que le foie représente l'organe du premier passage de médicaments, donc toute anomalie hépatique peut altérer la pharmacocinétique ou bien la pharmacodynamique du médicament, donc et représente bien sûr un facteur de risque lié à l'enfant. Troisièmement, la susceptibilité génétique, certaines maladies génétiques, état d'hypoxie ou d'acidose, bien sûr, donc par la modification de l'état hémodynamique de l'enfant, bien sûr, il va altérer la substance médicamenteuse. Les insuffisances organiques, bien sûr, pancréatiques, hépatiques et rénales, bien sûr que le rein ici représente l'organe de deuxième passage et d'élimination du médicament. Si on donne un exemple, par exemple, lors de l'insuffisance rénale, il faut faire gaffe lors de l'utilisation des médicaments chez un enfant qui présente une insuffisance rénale, car donc l'élimination de la substance médicamenteuse, elle peut être ralentie, donc et on peut causer des surdosages de médicaments. Les circonstances de survenue, bien sûr, des risques thérapeutiques. Les accidents médicamenteux surviennent dans 3 circonstances principales. Premièrement, les erreurs médicamenteuses, depuis la prescription jusqu'à l'administration. Les erreurs médicamenteuses depuis la prescription par le médecin, donc et les différents passages de cette prescription thérapeutique jusqu'à arriver donc où la substance médicamenteuse doit être administrée par l'enfant. Une automédication, bien sûr qu'il faut lutter contre ça. Des erreurs de prescription, ici pour le médecin, donc soit des prescriptions qui sont très nombreuses, soit une confusion entre 2 médicaments, par exemple le nom qui se ressemble ou bien l'ampoule qui se ressemble ou le flacon, etc. Des erreurs dans le nom de l'enfant.
Ici, on a recours en pédiatrie, surtout certaines familles donc ramènent 2 ou 3 gosses pour consulter à la fois. Donc, si on consulte 2 frères par exemple, l'un qui présente une défaillance cardiaque et l'autre qui présente un syndrome grippal, on peut faire donc des erreurs lors de la prescription des ordonnances et faire erreur dans le nom de l'enfant. Également le poids, le calcul des doses, etc. Les erreurs médicamenteuses aussi peuvent être dans les erreurs de délivrance. Ici, ça concerne le pharmacien. Ou bien confusion entre 2 ampoules qui se ressemblent, par exemple pour l'infirmière qui va administrer le traitement. Deuxièmement, les interactions médicamenteuses, surtout dans le cadre de polymédication. Une maladie chronique, par exemple, le malade prend plusieurs médicaments à la fois. Donc, soit il y a un risque d'antagonisme, c'est-à-dire un effet contraire, un médicament qui va annuler l'effet de deuxième médicament. Un risque de potentialisation, c'est-à-dire un médicament qui va accentuer l'effet de deuxième médicament. Ou bien un risque d'effet paradoxal, c'est-à-dire un changement carrément de l'effet de la substance médicamenteuse. Donc, troisièmement, c'est les effets indésirables liés aux médicaments. Bien sûr, on a déjà parlé de ça. Donc, les effets indésirables des médicaments. Si on va essayer de définir les effets indésirables de médicaments, c'est la définition obtenue par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de santé. Elle définit un effet indésirable de médicaments comme toute réaction nuisible et non souhaitée dont l'origine peut être imputée à la prise d'un médicament administré à l'être humain aux posologies habituelles dans un but thérapeutique. Ici, ce qui fait la différence entre un effet secondaire et un effet de surdosage, c'est que l'effet secondaire peut être visible lors des thérapies, c'est-à-dire des doses habituelles, c'est la posologie thérapeutique. Par contre, les effets de surdosage, c'est les effets nuisibles qu'on les voit donc lors de dépassement de seuil thérapeutique. La classification des effets indésirables du médicament. On a les effets indésirables médicamenteux de type A. C'est quoi? Donc, ils représentent 90% des effets indésirables. Ils sont prévisibles, c'est-à-dire on les trouve mentionnés sur la notice, puisqu'ils découlent du profil pharmacologique de la substance. Comme on a déjà vu, par exemple, lors de la prescription d'une corticothérapie, à la notice, on trouve comme effet indésirable hypertension artérielle. Ces effets ne sont en général pas graves et sont réversibles, bien sûr, à l'arrêt du médicament. Ici, on a donné l'exemple d'hypoglycémie sous insuline ainsi que l'hypocalémie sous diurétique, mais ici, l'hypoglycémie peut être bien sûr un effet secondaire qui est grave. Mais toujours, il est prévisible, bien sûr. On sait tous que l'insuline engendre, bien sûr, une hypoglycémie. Les effets indésirables de médicaments de type B. Donc, ils représentent 10 à 20% des effets indésirables. Ils ne sont pas prévisibles, c'est-à-dire ce sont des nouveaux effets qu'on ne les trouve pas mentionnés sur la notice. Donc, la fréquence, la gravité et la nature ne sont pas mentionnés dans la monographie du médicament. C'est l'une des principales causes de retrait du marché. C'est pour ça qu'il faut les déclarer. Un effet indésirable donc est dit grave lorsqu'il présente donc les effets suivants, soit lorsqu'il déclenche le décès du patient, lorsqu'il déclenche la mise en jeu du pronostic vital, une hospitalisation ou une prolongation d'hospitalisation, une invalidité ou une incapacité significative, des séquelles, des malformations ou des anomalies congénitales lorsque le médicament il est pris par la mère avant ou pendant la grossesse. Donc, si une substance médicamenteuse présente l'un de ces signes suivants, donc bien sûr, on dit que c'est un effet indésirable qui est grave. Un effet indésirable sera dit non grave, donc s'il ne répond à aucun des critères de gravité ci-dessus. Un effet indésirable peut être immédiat ou différé. Les mécanismes mis en jeu de la genèse des accidents médicamenteux. Le déroulement anormal des différentes étapes de la pharmacocinétique entraîne l'apparition de l'accident médicamenteux, généré par 3 mécanismes principaux. Le premier mécanisme, c'est la toxicité médicamenteuse.
Donc, cette toxicité médicamenteuse, elle peut être due soit par l'accumulation du médicament dans l'organisme, lorsque le débit d'administration dépasse les capacités d'élimination. On donne l'exemple de l'insuffisance rénale chez l'enfant. Donc, si le rein il est malade, donc le débit de filtration du rein il est effondré et également donc les capacités d'élimination sont diminuées. Donc, si on va donner davantage cette substance qui sera administrée dans l'organisme mais non éliminée, donc on peut engendrer une accumulation ainsi qu'une toxicité. C'est pour ça chez les enfants qui présentent des insuffisances rénales, donc toujours la prescription médicamenteuse doit se faire en fonction du débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire on doit vérifier toujours sur Vidal. Donc, avant de prescrire n'importe quelle substance médicamenteuse. Donc, deuxièmement, la toxicité cumulative où la dose seuil toxique a été dépassée. On donne l'exemple, par exemple, pour le paracétamol. On dit à ne pas dépasser 60 mg par kilo par jour chez l'enfant. Donc, certains patients donnent plus de cette dose qui est la dose seuil. Donc, ils vont engendrer des toxicités. La toxicité également peut être due à la formation de métabolites toxiques pour l'organisme. Exemple, le paracétamol ou bien le furosémide, qui donnent donc une fixation de certains de leurs métabolites aux protéines des cellules hépatiques, provoquant une nécrose hépatique. On sait tous que le paracétamol peut engendrer donc des hépatites médicamenteuses toxiques, bien sûr, par nécrose. Le deuxième point, donc, c'est les thésaurismos. C'est quoi? Thésau, en sous-entend le mot tissu. C'est l'accumulation de certains médicaments dans des tissus ou organes spécifiques. Exemple, donc les antipaludiens de synthèse qui se fixent sur la rétine, la tétracycline qui se fixe sur les dents. Donc, il faut faire très attention lors de la prescription de ces médicaments et il faut surveiller donc bien sûr l'arrivée de ces effets secondaires. Le troisième point, c'est les accidents allergiques ou bien ce qu'on appelle l'anaphylaxie. Donc, au cours d'une période de sensibilisation, un traitement par le médicament, l'organisme peut fabriquer des anticorps type IgE dirigés contre le médicament. Cela, par exemple, on le voit lors de l'administration, exemple des bêta-lactamines. Il y a des enfants qui présentent des allergies. Donc, on doit déclarer que cet enfant présente une allergie aux bêta-lactamines. Le délai d'apparition de l'accident anaphylactique, il est très court. En fin d'injection ou dans les minutes qui suivent l'administration d'un médicament par voie intraveineuse, ou bien dans les minutes ou les heures qui suivent après administration par voie orale ou intramusculaire. Cliniquement, donc l'anaphylaxie peut s'exprimer par une urticaire avec une forme clinique plus grave, bien sûr, l'œdème de Quincke. C'est un effet indésirable qui n'est pas du tout anodin, donc il faut surveiller et être, c'est-à-dire sérieux lors de la prise en charge de cet effet. Donc, il peut se manifester également par un bronchospasme ou un choc anaphylactique souvent mortel. Passons donc au chapitre risques médicamenteux en anténatal. Donc, au cours de la grossesse, pendant le travail et bien sûr en postnatal. Commençons lors de la grossesse. Donc, on estime qu'en moyenne, les femmes prennent de 4 à 10 médicaments différents durant la grossesse. En général, une femme enceinte, elle se plaint toujours d'anémie, donc des infections génitales, urinaires et tout. Donc, on trouve toujours que la femme enceinte prend plusieurs médicaments à la fois. Presque tous les médicaments traversent la paroi placentaire, sauf ceux à haut poids moléculaire, exemple l'héparine. Donc, il faut faire très attention lors de la prescription des médicaments à la femme enceinte, pour le bébé bien sûr, car presque la majorité des médicaments traversent la paroi placentaire. On estime que 1 à 5% des malformations congénitales sont secondaires à la prise médicamenteuse pendant la grossesse. C'est pour ça qu'il faut faire donc des séances d'éducation pour les femmes enceintes, à ne pas prendre n'importe quel médicament, éviter les automédications et bien sûr demander à son médecin traitant, à son gynécologue avant de prendre n'importe quel médicament.
La classification de la FDA, qui est le Food and Drug Administration, qui est une, bien sûr, société américaine, donc pour médicaments et pour, c'est-à-dire Food and Drug Administration. Donc, a largement adopté dans le monde, a développé 5 catégories de médicaments dédiés à la sécurité d'emploi des médicaments au cours de la grossesse. Donc, cette classification, donc, elle a mis en pratique donc 5 catégories de médicaments qui peuvent être utilisés chez la femme enceinte. Donc, ils sont disponibles bien sûr sur Internet. Donc, pendant le travail, les accidents liés à l'administration de médicaments à la mère, pendant le travail, affectent les fonctions vitales. Donc, au cours de la grossesse et en général, le médicament a des effets sur la formation ou bien la genèse des malformations congénitales, surtout pour le premier trimestre. Par contre, pendant le travail, les effets secondaires du médicament affectent l'adaptation à la vie extra-utérine pour l'enfant. Donc, c'est-à-dire il affecte les fonctions vitales qui devraient s'installer pour adaptation à la vie extra-utérine. On donne exemple, par exemple, le syndrome du nouveau-né endormi après l'administration des anesthésies, l'hyperexcitabilité après aminophiline ou bien antihistaminique, le syndrome de sévrage des neuroleptiques qui est souvent mortel, et l'usage d'antivitamine K en fin de grossesse qui augmente la mortalité néonatale par maladie hémorragique. Donc, passons au chapitre risques médicamenteux en postnatal. Donc, le postnatal, en général, le passage se fait par l'intermédiaire du lait. C'est lors de l'allaitement. Premièrement, pendant l'allaitement, il faut savoir qu'un grand nombre de médicaments passent dans le lait maternel à des taux très faibles, qui sont en général moins de 1%. Mais bien sûr, ces taux ne sont pas négligeables, car ils peuvent bien sûr engendrer des effets secondaires pour le patient, pour le nouveau-né qui peut être néfaste ou bien parfois même mortel. Plusieurs facteurs influencent ce passage, donc les glandes mammaires, c'est-à-dire l'anatomie des seins qui est différente d'une maman à une autre, le médicament lui-même, la pharmacologie maternelle, donc chaque maman répond à l'utilisation médicamenteuse différemment à une autre maman, la composition du lait et bien sûr au nourrisson. Il faut savoir que le médicament passe dans le plasma de la mère, dans le lait, puis dans le tube digestif du nourrisson et enfin dans son plasma. La résultante de ces phénomènes définit le rapport LP, qui est le rapport lait-plasma, c'est-à-dire la concentration de médicaments au niveau du lait et la concentration du médicament au niveau du plasma de la maman. Il existe un rapport qu'à partir duquel donc, on peut déduire la quantité de médicaments ingérés si on arrive bien sûr à calculer la quantité de lait ingéré par le nourrisson. Ici, on a donné quelques exemples. En général, ce rapport n'excède pas le 1, bien sûr. Et bien sûr que ce rapport lait-plasma reflète la quantité qui passe réellement dans le lait, bien sûr. Il faut savoir donc que pour avoir donc une prescription, c'est-à-dire ou bien une estimation précise, donc il faut savoir bien sûr calculer la quantité de lait ingéré par le nourrisson. La conduite pratique, donc ne prescrire chez la femme allaitante qu'en cas de nécessité. On a déjà vu que malgré le passage il est minime, mais il peut être néfaste pour l'enfant. En cas de nécessité, ne prescrire que très peu. Il faut éviter de prescrire plusieurs médicaments à la fois. Donc, choisir le traitement à risque minimum pour le nourrisson qui reste efficace chez la mère. Bien sûr, il ne faut pas oublier de prendre en considération, bien sûr, l'état de santé de la maman. Prescrire peu signifie éviter les associations médicamenteuses et choisir le médicament avec le moins de nombre de prises possible, durée de vie la plus courte. Donc, en général, on choisit les médicaments qui ont une durée de vie courte. Pourquoi ? Pour qu'ils soient éliminés rapidement pour pouvoir donner le sein au bébé.
D'accord? Donc, donner le sein avant la prise du médicament. On choisit par exemple une substance qui va être éliminée en 4 heures, dans les 4 heures qui suivent. Donc, on donne le sein d'abord, puis on donne le médicament à la maman. On attend par exemple 4 heures, c'est les heures donc de la pharmacocinétique du médicament. Et bien sûr, redonner le sein aussi loin que possible après la prise du médicament. Comme ça, donc, on est tranquille que la pharmacocinétique du médicament qui a duré 4 heures, donc qu'on a éloigné bien sûr les prises DTT le plus possible. Donc, la chimiothérapie anticancéreuse ainsi que les produits radioactifs contre-indiquent l'allaitement maternel de façon absolue. Bien sûr, si la maman présente un cancer, bien sûr, la chimiothérapie, elle est nécessaire pour rétablir l'état de santé de la maman. Dans ces cas où le traitement, il est nécessaire pour l'état de santé de la maman, donc on doit contre-indiquer absolument l'allaitement maternel. Effet bénéfice-risque pour le nourrisson concerne la poursuite ou l'arrêt de l'allaitement maternel. Bien sûr, tout en prenant en considération, bien sûr, l'état de santé de la maman. Chez l'enfant et le nourrisson, donc la majorité des études menées pour les médicaments sont faites chez l'adulte et n'existent pas en pédiatrie. C'est pour ça, donc, le médecin, il doit prendre toutes les responsabilités, donc, devant sa prescription des médicaments. Les médicaments sont donc prescrits sous la responsabilité du médecin traitant. Les particularités pharmacocinétiques déjà vues imposent une surveillance plus que jamais, bien sûr, chez les enfants plus que chez les adultes. Quelques règles d'utilisation. Donc, ne prescrire que les médicaments qui sont dotés d'une AMM pédiatrique, bien sûr, parce qu'on engage toute notre responsabilité. Il ne faut pas donner des médicaments qui n'ont pas d'AMM pédiatrique. Bien sûr, c'est un point médico-légal ici. Le poids est le paramètre de choix pour la posologie, sachant bien sûr qu'en pédiatrie, la posologie des traitements, elle est calculée en fonction du poids de l'enfant et elle est donnée en milligrammes par kilo par jour. Celle-ci donc est exprimée par kilo de poids corporel. Donc si l'enfant est obèse, donc parfois un enfant qui est par exemple âgé de 2 ans et il pèse un poids d'un enfant qui est âgé de presque 3 ans ou plus. Donc ici, le poids n'est pas un facteur fiable pour le calcul de la posologie. Et ici, la posologie, elle est calculée en fonction de la surface corporelle, qui n'a pas d'inconvénient. Ici, on vous donne donc la méthode comment calculer la surface corporelle. Le S, c'est pour surface corporelle. Donc, on fait 4 qu'on multiplie par le poids corporel en kilos, qu'on ajoute 7. Le tout sur le poids corporel en kilos plus 90. On obtient bien sûr le chiffre de surface corporelle exprimé en mètres carrés. Donc, le calcul de la posologie en fonction de la surface corporelle est utilisé systématiquement en médicaments antimitotiques. Donc, c'est-à-dire les médicaments anticancéreux parce qu'ils exigent une précision très importante. Donc, cette méthode n'est pas encore généralisée pour le reste des médicaments. Donc, la voie d'administration est préférentiellement orale ou rectale pour les enfants. La voie IM, elle est douloureuse surtout pour les petits nourrissons où les muscles ne sont pas vraiment développés, même chez les enfants qui sont maigres ou cachectiques. La voie veineuse, elle est commode en cas d'urgence, bien sûr, qui est la voie la plus rapide et la plus sûre. Cas particulier du nouveau-né. Donc, le choix du médicament et de la posologie doivent tenir compte de l'âge gestationnel. On a déjà vu, par exemple, la prématurité, qui est un être très fragile. Le poids de naissance, il existe par exemple le petit poids de naissance également qui est un être fragile. Le type d'alimentation, les facteurs génétiques, la notion de croissance très rapide, contrastant avec une immaturité hépatique, rénale, cérébrale et pulmonaire. C'est pour ça donc l'utilisation des médicaments chez le nouveau-né exige une double vigilance par rapport à l'enfant bien sûr, l'existence d'un état pathologique et en dernier la voie d'administration. Donc quelques règles de prescription chez le nouveau-né. La voie orale, elle est préférée chez le nouveau-né pouvant tolérer une alimentation orale, c'est-à-dire qui n'est pas comateux ou bien qui ne présente pas des troubles de déglutition et tout, ou bien des malformations du tractus ORL
et tout. La voie veineuse, elle est réservée à l'urgence. Donc, le débit et la dilution doivent impérativement être respectés. La voie intramusculaire, elle est à proscrire, bien sûr, chez le nouveau-né. Tous les médicaments doivent être utilisés avec précaution. Lire attentivement les notices, surtout pour les dilutions, pour les modes d'administration, pour la surveillance et tout. Surtout pour les doses toxiques, c'est-à-dire la marge toxique de ce médicament, et lire le chapitre, c'est-à-dire dédié au nouveau-né. Donc, il faut savoir que les antibiotiques sont administrés uniquement par voie intraveineuse, en perfusion avec dilution, et leur indication est l'infection néonatale. Le Valium est à éviter en cas de convulsion chez le nouveau-né, car il engage donc, il donne des dépressants de centre respiratoire. Donc, arrivons à la fin du cours et le chapitre rédaction et prescription d'une ordonnance. Donc, il faut savoir que la délivrance d'une ordonnance engage directement la responsabilité du médecin. Donc, on doit prendre la responsabilité afin de délivrer une bonne prescription sur une ordonnance. Donc, l'écriture doit être complète. Éviter les abréviations trompeuses. Éviter les abréviations soit concernant le nom, le prénom, la date, même le nom du médicament, le nombre de prises et tout. Le nom et le prénom et l'âge de l'enfant ainsi que la date doivent être mentionnés lisiblement, bien sûr. Il ne faut pas, par exemple, pour l'année, il ne faut pas juste mentionner 2 chiffres comme cette année, par exemple 2020. Parfois, on mentionne juste le 20 et n'importe quelle personne peut ajouter 2 chiffres. C'est pour ça qu'il faut mentionner toute la date complète. Donc, il faut savoir que pour chaque médicament doivent être mentionnés le nombre de prises. Donc, on mentionne le nom du médicament, bien sûr la forme de médicament, soit en sirop, soit en comprimé, suppôt, etc. Donc, le nombre de prises, c'est-à-dire on donne 3 fois par jour ou bien 4 fois par jour. La posologie, bien sûr. Et la durée de traitement, bien sûr, quantité suffisante pour une semaine, pour 10 jours. Évitez de mentionner par exemple 2 boîtes, 3 boîtes. Je préfère qu'on mentionne la durée de quantité suffisante pour la durée de traitement. Et c'est au pharmacien qui va calculer bien sûr le nombre de boîtes ou le nombre de flacons. Donc la prescription doit être expliquée aux parents. Lorsqu'on prescrit par exemple une ordonnance, il faut expliquer à la maman: voilà madame, je vous ai donné tel médicament contre l'infection par exemple. C'est un antibiotique. Je vous ai donné la forme sirop. Je vous donne une posologie par exemple de 1 sachet que vous devez donner 3 fois par jour par exemple pendant une durée de 10 jours. Et bien sûr, il faut toujours insister pour les parents de vérifier la date de péremption avant l'administration de médicaments. Donc, et pour le dernier point, le médicament peut être prescrit sous sa dénomination commune internationale ou bien son générique ou bien le nom bien sûr commercial. Par exemple, pour le paracétamol, on peut mentionner paracétamol ou bien doliprane, etc. Comme conclusion, donc, il faut savoir qu'un médicament est le résultat de nombreuses années de recherche, de la chimie, en passant par les essais cliniques sur les animaux puis l'homme. C'est-à-dire c'est une substance qui est passée par plusieurs étapes. Ce n'est pas une substance sans effet. Elle peut engendrer des effets graves, des effets mortels. Et on doit prendre en considération la prescription et être vigilant bien sûr. Le processus qui permet de parvenir à la commercialisation à un même est lent et difficile. Malgré ce parcours, les accidents médicamenteux continuent d'exister, secondaires à la substance elle-même, bien sûr, ou à un mauvais usage. Bien sûr, c'est la formation des médecins, la formation ou bien la sensibilisation des médecins, des pharmaciens, des techniciens, des infirmiers et tout. Donc, leur prévention est possible, mais elle ne le sera pas que par le biais d'une énorme et réelle collaboration entre les autorités sanitaires, l'industrie pharmaceutique, le médecin, le pharmacien et le patient surtout. Ici en pédiatrie, c'est les parents du malade. Enfin, faites que votre écriture sur l'ordonnance soit lisible, évitez les abréviations, évitez donc d'écrire des mots
c'est-à-dire mal lisible et tout. Et enfin, une ordonnance, c'est quoi? C'est prescrire en mettant de l'ordre. Ne pas écrire n'importe quoi, ne pas écrire d'une manière mal lisible et tout. Écrire en mettant de l'ordre. Et merci pour votre attention. Donc, le message que je veux passer à la fin, c'est surtout la sécurité prime avant tout pour l'usage des médicaments, surtout chez l'enfant. Et merci pour votre attention. Bien sûr, je reste à votre disposition pour n'importe quelle question. Et merci.